Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on s'attaque à Tarzan. Et comme d'habitude, avant de commencer, alors déjà il y a Duchesse qui vient de vous saluer, on remarquera qu'elle ne rate jamais les dossiers de contes de fées, encore moins depuis qu'il y a le sapin, et ça veut dire quelque chose. Bref, comme d'habitude, avant de commencer, je veux encore remercier Ezra pour son talent incroyable et son professionnalisme. Regardez-moi cette miniature. Ces miniatures donnent vie à mes contenus avec une créativité et une précision impressionnantes. Grâce à son travail, mes visuels sont percutants, uniques et captent directement l'attention. Si vous cherchez une artiste talentueuse pour sublimer vos projets, je vous recommande vivement Minia Maker et Ezra. Ezra, merci pour ton écoute, ta passion et ton univers artistique qui font toute la différence. Vraiment, je te suis extrêmement reconnaissante. Donc aujourd'hui, on y va, on perd pas de temps, on s'y attaque tout de suite. Héros de la littérature, de la bande dessinée et du cinéma, Tarzan est un personnage plus vrai que nature. Mais le personnage du romancier Edgar Rice Burroughs est-il seulement le fruit de son imagination? Y a-t-il une fois encore une dimension sombre et glauque dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui? Elle, Jane, lui, Tarzan. Mais est-ce encore une fois un conte pour enfants? Ça, pas sûr. Les amis, à chaque fois qu'on croit avoir tout vu, une nouvelle horreur surgit. Alors accrochez-vous, on y va et c'est maintenant. Go! Dans l'imaginaire collectif, Tarzan est le seigneur de la jungle, un héros noble élevé par des singes et reconnecté à la civilisation par amour. Toutefois, l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, écrite en 1912, est bien plus sombre et primitive que l'adaptation lumineuse offerte par Disney. En plongeant dans les pages de Tarzan of the Apes, on découvre une vision brutale de la nature humaine et animale, où le sexe, la violence et la lutte pour la survie prévalent. Pas de terrain donc adéquat pour n'importe quel type de fable ou de conte de fées qui soit. Mais cette histoire, souvent présentée comme originale, trouve des racines encore bien plus anciennes dans des inspirations réelles et littéraires qui démontrent que les contes de fées sont une fois encore tout sauf innocents. Alors il faut savoir que Edgar Rice Burroughs n'a pas créé Tarzan ex nihilo. Parmi les inspirations potentielles figure l'histoire de William Charles Mildeen, un aristocrate britannique présumé disparu après un naufrage en 1868. À seulement 11 ans, Mildeen aurait vécu seul dans la jungle africaine pendant 15 ans, vivant parmi des singes. Récupéré par des explorateurs en 1883, il aurait raconté son expérience à quelques journalistes, mais l'époque victorienne aurait préféré taire ce récit absolument choquant. Les parallèles avec Tarzan sont particulièrement frappants. Un naufrage, une survie improbable, une éducation par des singes et une réinsertion douloureuse dans la société humaine. Toutefois, dans le roman de Burroughs, cette idée est poussée plus loin et devient une exploration brutale des dynamiques de pouvoir. Tarzan ne se contente pas de survivre dans ce livre, il impose sa supériorité humaine dans une hiérarchie animale par une combinaison d'intelligence, de force brute et de cruauté calculée. Vous allez voir, le truc est sordide. En effet, dans le livre, il domine clairement les Mangani, qui sont des singes un petit peu rigolos. Alors, il faut savoir que cette race a été créée de toutes pièces par l'auteur, mais non pas en cherchant à s'intégrer pleinement à leur monde, mais en exploitant leurs failles pour asseoir son autorité. Il n'y a absolument rien de charmant dans cette histoire, je vous le dis. À chaque page que je tournais, je me disais mais non, ça veut dire qu'un jour Disney il a lu ce livre et qui s'est dit tiens, et si j'en faisais un conte pour enfants? Attendez, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Cette démarche révèle une facette sanglante
de l'histoire. Et si Tarzan n'était pas seulement un héros de fiction, mais aussi un instrument narratif visant à démontrer une prétendue supériorité humaine sur la nature. Cette construction d'apparence innocente s'aligne sur les théories coloniales de l'époque, glorifiant l'idée d'une civilisation qui transcenderait l'animalité. On est un peu dans la même dynamique de Pocahontas et ça laisse clairement à réfléchir. Ainsi, l'appropriation des instincts primaire de Tarzan devient clairement une métaphore d'un projet beaucoup plus large, une déconnexion forcée de l'homme avec sa nature pour servir une vision hiérarchique du monde. En gros, détacher l'homme de son animalité naturelle pour glorifier une vision coloniale de la civilisation. La question est lancée et honnêtement, après Pocahontas, il ne me semble pas qu'elle ne soit pas légitime. Dans le roman original, sachez que les interactions de Tarzan avec les singes ou Mangani sont loin, mais alors bien loin d'être mignonnes. Dans l'histoire originale, Tika, une femelle singe, joue clairement un rôle central. Tarzan, écoutez bien ça, éprouve d'abord pour elle une affection fraternelle. Mais la puberté éveille en lui des pulsions, on va dire qu'au départ il ne comprend pas bien, d'accord, Tarzan. Ses instincts décrits absolument sans filtre par Burroughs culminent dans un conflit d'une violence inouïe avec Tog, un mâle singe rival, pour posséder Tiga, si vous voyez ce que je veux dire. Le combat est brutal, empreint d'érotisme brutal, pour ne pas dire autre chose, et de domination, reflétant clairement un retour aux origines animales de l'humanité. Parce que le gars, il fait tellement pas dans la dentelle que je pense que cette déduction s'impose d'elle-même. Ce passage, extrêmement troublant par son intensité, met en lumière une récurrence frappante du thème de, encore une fois, l'inceste dans les récits anciens et les contes de fées. On se rappelle, dans Podane, le père cherche à épouser sa fille. Dans La Belle et la Bête, qui contient des sous-textes ambigus sur la relation entre féminité et soumission, on est encore dedans. Et là, encore une fois, Tarzan commence par percevoir Tiga comme d'abord une sœur de substitution. Pourtant, à mesure que ses pulsions évoluent, il développe des désirs assez crus envers elle. On est quand même en train de parler d'un homme et d'un singe. Donc, des désirs illustrant une tension en plus psychologique entre les instincts sociaux humains et les codes animaux primaires. Je vous jure, le flou est dingue. Ce basculement rend leur relation encore plus malaisante et amplifie le côté provocateur et dérangeant du récit. Burroughs, en choisissant de ne pas atténuer cet aspect, invite clairement le lecteur à affronter les tabous qui hantent les récits fondateurs et qui, dans les adaptations modernes, sont souvent balayés pour préserver une espèce de fausse impression de pureté dans les histoires destinées à la jeunesse. Or, là, il n'y a rien. Mais à la limite, c'est pas Burroughs le responsable, puisqu'il a écrit une histoire de, on va dire, science-fiction. J'ai envie de la cataloguer comme ça. Mais à aucun moment, lui s'est dit que quelqu'un comme Disney allait l'orienter et rajouter de la couleur, des paillettes et des chansons pour la raconter à des ados. Alors, dans le cas de Burroughs, on peut pas, lui, trop le montrer du doigt. Mais ce constat, je trouve, rend encore plus troublant le choix de Disney de s'inspirer d'une histoire aussi glauque et malaisante. La vision de Burroughs, loin des scènes colorées et innocentes, je le répète, présentées dans les dessins animés, repose sur une base sombre où les instincts animaux et humains s'entremêlent de manière chaotique, voire anarchique. Le passage des conflits brutaux, érotisés et voire presque incestueux dans une œuvre familiale interroge. S'agit-il d'une simple édulcoration pour plaire à un public enfantin ou clairement d'une volonté plus large de masquer les origines violentes et primitives des contes de fées? Je pense que si Tarzan avait été notre première œuvre sur le sujet, on aurait pu continuer à s'interroger de manière naïve. Là, après, je pense, 8 ou 9 constatations du même genre à travers différents contes de fées,
La réponse a tendance à s'imposer aux esprits les plus affûtés. En transformant Tarzan en un héros noble et bienveillant, Disney efface les thèmes fondamentaux du récit, créant une version clairement aseptisée qui occulte non seulement la noirceur du texte original, mais également les vérités inconfortables sur la nature humaine que Burroughs cherche à exposer. Ce processus répète une tendance que je trouve générale dans l'histoire des contes, présenter aux enfants une illusion d'innocence en détruisant les fondements sombres sur lesquels ces récits sont bâtis. Et malgré le fait qu'on veuille vous faire croire que c'est une bonne chose pour vos petits chérubins, croyez-le-moi, c'est juste une manipulation supplémentaire qui démarre au plus jeune âge. Et si Disney, ainsi que ceux qui gouvernent dans l'ombre et autres institutions culturelles majeures, utilisaient justement ces récits édulcorés comme un outil de conditionnement. Parce que vous n'allez pas me faire croire que ce gars Disney, il était juste inspiré par des histoires sombres. En aseptisant ces histoires violentes et primales, Disney ne fait pas qu'adoucir le contenu pour les enfants. Il pourrait en fait clairement manipuler des récits dont l'intensité originelle était destinée à confronter l'homme à ses instincts et ses tabous. En rendant ces récits inoffensifs, en réalité, on masque les vérités profondes sur la nature humaine tout en inculquant de manière clairement subliminale des messages conformistes. Ainsi, des récits naguère destinés à déranger deviennent des outils de formatage de l'esprit jeune, dépouillés de leur potentiel subversif. Et alors qu'on vous a mis dans la tête que justement c'était ce qui faisait la magie de Disney, que des messages étaient passés, mais de façon à ce qu'ils soient compris par la psyché enfantine, etc. Non, non, non. Cette dynamique pourrait s'inscrire dans un plan qui se poursuit à l'âge adulte, c'est-à-dire fabriquer des individus plus malléables, moins enclins à remettre en question les structures du pouvoir. Parce que, clairement, dans le livre original, à la limite, Burroughs ne cherchait pas à édulcorer la sauvagerie. Au contraire, il utilisait ces interactions pour explorer la frontière trouble entre l'homme et l'animal. Cette frontière est d'autant plus ambiguë lorsque Tarzan, bien qu'humain, adopte les codes des singes pour dominer les singes, s'accoupler et survivre. Alors, je me suis dit, bon, cette histoire, c'est sur ce livre que c'est basé Disney. Y a-t-il plus loin, parce que vous l'avez vu dans les autres contes qu'on a pu explorer, souvent, effectivement, ça remonte à des origines encore plus lointaines. Et j'ai vu que avant Tarzan, il y eut Saturnin Farandoul, héros imaginé par Albert Robida en 1879 dans Voyage très extraordinaire de Saturnin Farandoul. Ce roman, de 800 pages, raconte comment un bébé naufragé est recueilli par des singes sur une île isolée. Saturnin grandit dans cet environnement sauvage avant de s'embarquer dans des aventures rocambolesques à travers le monde. Bien que l'œuvre de Rodiba soit teintée d'humour et de fantaisie, elle présente des similarités frappantes avec Tarzan, à commencer par le thème de l'enfant élevé par des animaux. Contrairement à Burroughs, Robida insère une critique sociale et politique à travers son récit. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été complètement reléguée aux oubliettes? Pourquoi, lorsqu'on cherche le fondement et la base sur lesquels Disney et d'autres se sont basés pour Tarzan, on n'entend parler que de Burroughs? Est-ce que parce que, justement, elle ne s'alignait pas avec les valeurs impérialistes et les fantasmes de supériorité qui allaient marquer le succès de Tarzan? La question est posée, parce que pour le coup, l'histoire de Robida était quand même un peu plus sympa. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il reste à peine une centaine d'exemplaires de l'œuvre de Robida en France, comme si l'histoire avait été délibérément enterrée pour laisser place à une version plus acceptable du mythe de l'enfant sauvage. Et ça a tendance à confirmer ce que je vous ai expliqué depuis le début de ma vidéo, à savoir qu'il y a réellement une raison obscure derrière cette dynamique de conte de fées. Alors, la question revient, du coup, les contes de fées, était-ce bel et bien une manipulation culturelle comme on a tendance à le constater depuis plusieurs vidéos maintenant? En réalité, Tarzan, Saturnin Farandoul et même l'histoire de William Mildim participent
à un schéma plus large, celui de la réécriture des contes de fées pour en faire des récits anodins destinés aux enfants. Mais un examen attentif révèle que ces histoires sont bien plus subversives qu'il n'y paraît. L'origine animale de Tarzan, sa sexualité naissante avec Tika et la sauvagerie de son univers reflètent une réalité plus brutale, plus abrupte que la simple aventure. Il devient évident, quand vous lisez le livre, qu'il ne s'agit pas de simple omission ou adaptation. La transformation de ces histoires brutales en récits pour enfants participe d'un projet culturel visant à conditionner les jeunes esprits, et ça, on ne me l'enlèvera pas de la tête. Clairement, ils veulent façonner l'esprit des enfants pour les rendre plus malléables et plus conformistes. Ces récits d'apparence inoffensive ne seraient pas de simples adaptations, mais des outils délibérés pour masquer, je vous le disais, la brutalité et les vérités primitives du monde, tout en inculquant subtilement des messages de soumission et d'obéissance. Prenons le petit chaperon rouge, on l'a vu, sous couvert d'une simple morale, la version originale est clairement une métaphore transparente du et de la prédation. Blanche-Neige, avec son empoisonnement et sa quête de jeunesse éternelle, est clairement une allégorie sur les méthodes pour obtenir la jeunesse éternelle. Si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que vous lisez entre les livres, parce que sachez que ma vidéo de dimanche dernier a encore une fois été démonétisée. J'ai fait appel, j'ai été remonétisée, mais j'ai perdu un jour de vue, donc c'est compliqué. Donc je suis désolée, je suis obligée un peu de parler en message caché, mais j'ai pas le choix. Bref, ces récits initialement sombres et perturbants confronter les lecteurs à des vérités brutales, mais ils ont été transformés pour mieux convenir à un narratif beaucoup plus contrôlé. Le cas de Tarzan, je trouve, illustre parfaitement cette manipulation. Un récit brutal, érotisé et profondément dérangeant est devenu une épopée familiale lumineuse. Mais cette transformation n'est pas anodine. Elle sert à conditionner les esprits dès le plus jeune âge. En effaçant les tabous originels et en remplaçant la noirceur par des récits aseptisés, on prive les enfants de leur capacité à reconnaître les dynamiques de pouvoir et les instincts primaires qui façonnent la société. Ces contes édulcorés ne les protègent pas, ils les préparent à accepter un monde où les vérités inconfortables sont dissimulées et où il est plus facile de les manipuler. Et c'est là que les gens se perdent, parce que le tour de passe-passe, il est absolument incroyable. Ils te disent, ils ont réussi à te faire comprendre que oui, c'est pour éduquer nos enfants, mais sans clairement t'expliquer quel type d'éducation cela aurait comme effet sur une psyché, je le répète, enfantine. Parce qu'encore une fois, toi, quand tu vas voir ton Disney avec ton gamin, toi, tu la comprends, la scène, avec, avec ta capacité d'adulte, avec tes expériences d'adulte. Mais les enfants, le processus d'analyse, tu dois bien comprendre qu'il est complètement différent du tien. Et je trouve que cette théorie, il y a de quoi l'explorer. La question est très légitime et qu'encore une fois, l'histoire de Tarzan, l'histoire originale de Tarzan, elle est tellement tordue qu'encore une fois, dans la liste, ça commence à faire beaucoup. Je pense que tout est dit à partir du moment où, dans l'histoire originale, voilà ce qui se passe, pourquoi, comment. Quelle logique a poussé le gars à se sentir inspiré de cette histoire originale pour en faire un dessin animé. Il me semble que tout est dit. Avant de vous laisser, je voulais déjà vous dire que cette vidéo, elle est un peu courte. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer parce que, une fois n'est pas coutume, et puis surtout, je suis à fond, en plein dans la loi des séries, je me suis bloqué le dos, j'ai été victime. Je suis victime d'une douleur abominable au dos. Cela m'arrive malheureusement de manière cyclique. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps le savent. Et dans ces moments-là, je souffre énormément. Et donc aujourd'hui, je tiens absolument à remercier Sandrine et Diane pour leur travail remarquable et leur bienveillance. C'est pas la première fois que je vous en parle et c'est l'occasion vraiment pour les recommander parce que réellement grâce à elles, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais pas connu depuis très très longtemps. Leur approche, leur savoir-faire et leurs soins énergétiques m'ont énormément apporté et je ne pouvais pas ne pas prendre le temps de leur dire merci parce qu'elles font un travail absolument incroyable. Alors il faut savoir que moi la première, au départ, quand on m'a dit qu'on pouvait soulager des gens de manière énergétique à distance, je suis ouverte, parce que je suis quelqu'un qui cherche à savoir avant de juger. Mais autant vous dire que j'étais pas genre convaincue à 2000%.
Je l'avais fait un petit peu à reculons. De la même façon, à l'époque, vous vous rappelez, avec Duchesse, j'avais fait une expérience avec Origine Animale, que je recommande aussi pour les animaux, parce qu'elle aussi, elle fait un travail exceptionnel. Mais là, j'y étais vraiment allée à reculons. Et j'avais déjà été bluffée, mais là, je vous jure, normalement, ces douleurs, je suis à du 10 sur 10 niveau... douleur pendant au moins minimum 4 mois quand ça commence comme ça. Et là, elles m'ont fait 2 séances et je suis déjà, honnêtement, à du 6,5 sur 10. Je veux partager ça pour toutes les personnes comme moi qui souffrent. Il faut savoir que les L, à travers leurs nombreuses pratiques énergétiques, que ce soit le Lao-Chi, le Reiki Shambhala, le magnétisme, les libérations karmiques, les géobiologies, agissent autant sur les douleurs physiques, les blocages émotionnels, les mémoires des lieux et j'en passe. Leur approche unique repose sur un bilan énergétique personnalisé pour offrir un soin adapté, rééquilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Elles travaillent avec bienveillance, neutralité et une profonde maîtrise des énergies visibles et invisibles pour apporter un véritable soulagement et libérer ce qui pèse sur vous, sur nous. Et honnêtement, je vous jure que je veux vous en parler parce que moi, là, ces 2 derniers jours où je me suis dit, ça y est, mes amis partent, j'ai le moral dans les chaussures, Noël approche, j'ai plein de choses à faire, c'est la fin de l'année, il a fallu que je me bloque le dos. Je vais être très honnête avec vous, hein, je me suis précipitée sur les antidouleurs. Même les antidouleurs m'ont pas autant soulagée. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, ce sera mon cadeau de Noël. Voilà les amis, je pense que tout est dit parce que malgré tout, c'est pas comme si je pétais la forme. En attendant qu'on se retrouve dimanche, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. N'oubliez pas de liker, je vous dis en ce moment je suis censurée comme jamais, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est la meilleure façon de m'aider. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'intérêt c'est d'avoir une grosse communauté pour faire de grandes choses. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.